Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro pour un entretien mené par votre serviteur, le lieutenant Sturm. Aujourd'hui en compagnie de Benoît Lazari. Benoît Lazari qui est volontaire humanitaire français en Ukraine, aux côtés des Ukrainiens, engagé depuis déjà plusieurs années. Benoît, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, l'idée de cet entretien, c'est de donner, on va dire, une vision globale de la situation aujourd'hui, de casser quelques poncifs et quelques vérités établies qui n'en sont pas du tout, préciser un certain nombre de points, de notions, que ce soit sur le plan social, humanitaire, politique, et également de montrer qu'il y a des urgences en matières humanitaires, c'est certain, mais aussi des choses qui évoluent en Ukraine et que les gens connaissent mal et rapportent peu. Donc c'est très intéressant d'avoir ton point de vue, Benoît, puisque toi tu es régulièrement sur le terrain et rien ne remplace, j'allais dire, les options de terrain. Alors, première question, question générale, question bateau, mais qui permet à nos auditeurs de situer un peu le cadre de notre intervention. Quel est l'état social et humanitaire de l'Ukraine aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine humainement et socialement ? Bon, la situation, il faut savoir quand même que l'Ukraine n'est qu'à 3 heures de vol de la France, de Paris, donc c'est quand même un pays très proche. Les gens n'en ont pas forcément conscience. Au niveau social et humanitaire, le gouvernement, l'État ukrainien subit une guerre larvée, aidé par un État soutenu, je dirais, par un État étranger, donc sur une partie du territoire. Donc ça reste limité. Si je devais comparer par rapport à la France, je dirais que cela correspond, la Crimée correspondrait à peu près à la Corse, et ce que l'on appelle la région du Donbass correspondrait à un peu plus que le comté de Nice. Voilà, tout simplement. Donc au niveau humanitaire, bien évidemment, cette situation conflictuelle a entraîné une instabilité sociale, un écroulement de la monnaie locale et des conditions de vie qui se sont aggravées effectivement en l'espace de 2 ans. La situation aujourd'hui est une situation... Alors, rappel pour nos auditeurs, oui. Ça fait combien de temps que la guerre a démarré dans le Donbass ? Voilà, j'allais dire que le conflit a démarré. Ça fait 2 ans, depuis 2014, extrêmement violente au démarrage, maintenant beaucoup plus passive, on se bombarde, d'un côté comme de l'autre, je ne veux pas exempter un côté ou l'autre. Il y a des morts, par contre, il y a des morts régulièrement, tous les jours. Il faut savoir qu'il y a le décompte officiel qui ne représente que les soldats des unités régulières. Tout ce qui est unité de volontaires, même s'ils sont attachés à l'État ukrainien, ne sont pas comptabilisés dans les blessés et les morts. Voilà. Donc, il y a encore quelques jours, on était à plus d'une dizaine de morts par jour. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est quand même une sacrée forfanterie, pas compter les volontaires. Oui, ça montre bien un certain nombre de choses de terrain. Une certaine perfidie du gouvernement, du prix, je pourrais même dire. Mais nous, en tant que volontaires et les volontaires sur place qui combattent, eux, ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes de cette situation. Et effectivement, ça montre aussi à quel point l'État ukrainien... d'une certaine manière, méprise ces hommes qui risquent leur vie tous les jours pour l'Ukraine. Voilà, alors ça permet déjà de casser une première idée, une idée qui est d'ailleurs quand même connue quelques affaiblissements, mais qui circule toujours, à savoir qu'il y aurait une forme de transmission finalement, de liaison entre l'État ukrainien et les unités de volontaires que nous savons pour beaucoup d'entre elles proches de nos principes et de nos idées. Or, ça n'est absolument pas le cas. On est vraiment dans des situations très crispées. Oui, bien sûr. Je dirais que l'État ukrainien a besoin de certaines unités de volontaires. Il les tolère parce qu'il en a besoin. Si demain, il n'en a plus besoin, ce sera une répression sans aucune pitié, bien évidemment. Le SBU, qui est l'héritier du KGB version ukrainienne, est là pour ça. Et il surveille bien évidemment. Des unités de volontaires sont généralement placées très loin de Kiev. Que ce soit à Mariupol ou à l'ouest de Donetsk. Donc effectivement, il y a
une acceptation, un état de fait, mais qui n'est en aucun cas une caution ou une acceptation finale et un cautionnement des unités de volontaires. Voilà. L'État ukrainien aura les moyens de cette répression ou C'est difficile à dire. Ouais. C'est difficile à dire. Sur certaines unités de volontaires, alors c'est celles qui connaissent l'accroissement le plus important, bien évidemment. Je pense notamment au bataillon Donbass, mais aussi celui qui est plus connu maintenant, le régiment Azov, qui effectivement augmente de manière très importante. Donc il y a énormément d'hommes, de l'équipement. Donc est-ce que effectivement ces gens-là comment ça va se passer à la fin de la guerre? Bon, je pense qu'il y aura une participation politique, je suppose, mais après, je ne peux pas extrapoler là-dessus. Voilà, effectivement, parce que aujourd'hui, la priorité, c'est l'Ukraine, l'unité, la souveraineté ukrainienne, l'union sacrée, mais une vraie union sacrée, pas une espèce d'appel factice qui rassure les gens. C'est juste une unité sacrée, c'est-à-dire que tout le monde est derrière l'État ukrainien quelque part. Contre effectivement l'agression dont est victime l'Ukraine, tout simplement. Voilà, c'est la priorité. Et sur le plan social et humanitaire, alors, on a dit tout à l'heure que la guerre avait causé une ruine financière qui est patente. On a aussi entendu tout un tas de discours expliquant que de toute façon les États-Unis, l'Europe et les grandes ONG étaient venus et avaient volé au secours de l'État ukrainien en fournissant de l'aide par milliards, par dizaines de milliards. Il semblerait que déjà les sommes soient largement moins importantes et que de toute façon ça n'ait pas changé grand-chose. Alors bon, que les États-Unis aient financé certaines opérations de communication, certains programmes, je n'en doute pas. Comme ils l'ont financé en Russie et dans moult pays, faisant tourner pour cela la planche à billets, mais ils le font également en France au travers d'associations. Donc ce que je peux dire, c'est qu'au niveau social, ils financent des programmes de formation, notamment sur Kiev au travers de l'ambassade, mais ils le font dans tous les pays. Après, au niveau du terrain et des populations, on va être très clair, je n'ai vu aucune aide de quelque ordre que ce soit sur le terrain. Alors les unités de volontaires, alors là, c'est zéro. Au niveau des civils, est-ce que les Américains, et ce serait tout à leur honneur, comme d'autres pays d'ailleurs, ont donné de l'argent pour la Croix-Rouge ou d'autres associations de ce type-là? C'est possible. Mais je veux dire, ça ne pose aucun souci. Moi, sur le terrain, ce que je sais, c'est que je n'ai vu aucune aide, et une nouvelle fois, que ce soit militaire ou pour les civils. La situation locale dans les zones, alors ce qu'on appelle la zone ATO, c'est la zone qui est en zone de conflit ou à proximité immédiate ou contrôlée par les militaires, au niveau des checkpoints et tout. Les populations sont démunies totalement. On est dans un dénuement qui est incroyable. On y était il y a encore 2 semaines. On a rencontré des familles d'orphelins qui sont prises en charge par des gens du cru locaux et qui se retrouvent des fois avec 5, 6, 7 enfants, voire plus, et qui les font survivre, qui leur donnent de quoi manger, mais par exemple, je me souviens d'une famille, elle n'a même pas de chaussures. Voilà, ils vivent depuis 1 an et demi sous une tente. Alors, quand c'est l'été, ça peut être rigolo et amusant. Quand c'est l'hiver et qu'il fait -20, ça l'est beaucoup moins, sans chaussures. Oui, ça peut être mortel, oui. Voilà, et ça c'est l'Europe du XXIe siècle. Donc, et ça résulte d'une situation qui est complètement anachronique et inacceptable. On parle souvent de guerre fratricide. Oui, mais les populations souffrent, ce peuple européen en souffre, des enfants, des femmes, des vieillards, quels qu'ils soient, ou même des adultes. C'est juste inacceptable, surtout quand on est sur place. Et l'aide américaine, alors, encore un fantasme. Moi, j'ai été sur place, j'ai tourné. Elle n'existe pas en réalité. Alors qu'au niveau de l'État, il donne, peut-être, mais ça reste extrêmement marginal et ça ne se manifeste en aucune manière sur le terrain. D'accord. Alors, avant de voir pour qui vous intervenez, et finalement, qui aide? On voit que les populations se débrouillent pratiquement toutes seules. Après, il y a aussi des solidarités. Je crois que les Ukrainiens eux-mêmes font tout ce qu'ils peuvent. Alors déjà, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider leur population. Ça, il y a quand même quelque chose là. Alors, au niveau de l'aide, effectivement, alors l'État,
aide aussi alors, les populations déplacées dans une certaine proportion. Il faut savoir que beaucoup de gens ont quitté la région du Donbass, mais aussi la Crimée, et continuent aujourd'hui de quitter la région du Donbass. On parle quand même de millions de personnes. Après, pour l'aide sur place, c'est essentiellement la population qui aide et les diasporas. Donc nous, typiquement, on travaille énormément avec la diaspora française, la diaspora norvégienne, anglaise, allemande également. On essaie de se regrouper pour acheminer de l'aide, mais ce sont des gens qui donnent, des gens des fois qui sont maçons, peintres, aides sociales, quelle que soit leur position, qui des fois gagnent le minimum. Hein, j'ai même vu des gens qui touchaient le RSA, donner une partie de leur RSA pour aider. Donc c'est vraiment... du pauvre au pauvre. Hein. Du pauvre au pauvre, mais vu le nombre de personnes, effectivement, comme tout le monde donne un peu, ça permet de regrouper une certaine somme. Il n'y a pas que la diaspora, il y a aussi tous les gens qui sont juste attachés au principe d'équité, au principe de souveraineté aussi, parce que c'est ça le problème, hein, le fond du problème aussi là. Est-ce que on reconnaît le droit d'un peuple à disposer de lui-même, alors que ce soit au niveau des populations, au niveau du territoire et au niveau général du concept de souveraineté. Donc il y a des gens qui sont attachés à ça, beaucoup de Français, qui sont souvent plus discrets que d'autres, mais qui, au sein de diverses familles politiques d'ailleurs, y compris des familles politiques qui ne soutiennent pas l'Ukraine, qui nous aident, et c'est grâce à cela que l'on arrive à effectivement maintenir une aide régulière aux populations ou aux soldats sur d'autres Alors associations. Justement, la seconde question, pour qu'on comprenne bien le sens et les objectifs de vos interventions, voilà, vous intervenez pour qui ? Vous aidez qui, en gros ? Alors, ça prend, je dirais, deux grandes formes. Il y a d'abord ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop ce terme-là, mais l'aide militaire non létale, c'est-à-dire une aide qui peut être des chaussures, on parlait pour les soldats, qui peut être des uniformes, des casques au tout début, effectivement, mais qui peut prendre une forme plus anodine, par exemple l'été où il fait 30-35 degrés. Il faut savoir que l'État ukrainien fournit à chaque soldat, théoriquement, 1,5 litre d'eau par jour. Donc avec cela, vous devez boire et vous laver. Donc c'est largement insuffisant. Donc typiquement, on peut fournir par exemple de l'eau aussi. Ça, c'est la première source d'intervention, donc le militaire non létal. Après, il y a d'autres associations que l'on aide qui aident les enfants, les populations civiles. On a essentiellement notre activité sur cela. Là, il y a énormément, parce que vous pouvez imaginer dans une situation de guerre, l'État, et c'est tout à fait légitime, donne la priorité à la défense du territoire. Des populations comme les enfants, les orphelinats, etc., sont un petit peu, passent en second plan. Donc c'est là où on intervient énormément pour s'assurer qu'effectivement, ils aient le minimum pour pouvoir tenir en attendant que la situation se régularise. Voilà. Et c'est aussi, honnêtement, moi, à titre personnel, ce qui me touche le plus. Voilà, c'est les deux axes. Après, il y a d'autres axes. L'aide à des hôpitaux, par exemple. Donc là, on est sur de la nourriture, sur des vêtements pour enfants, oui, des voilà. jeux, des jouets. Oui, du matériel scolaire aussi. Parce qu'il faut que les enfants continuent à lire, à apprendre. Voilà, parce que la guerre s'arrêtera un jour. Donc il faut penser à l'après. Voilà, tout simplement. D'accord, ça, c'est plutôt important. Donc on le voit, des associations finalement privées, beaucoup sur le terrain, une entraide populaire, une intervention qui est à la fois une aide aux soldats et une aide aux populations. Tout cela, je dirais, dans une relative liberté, ou alors avec un poids derrière de l'État ukrainien qui contrôle, casse les pieds, empêche, autorise. Comment ça se passe ? Alors, l'État ukrainien reste un État hérité de l'Union soviétique. Donc c'est un État procédurier. Voilà. Ouais. Après, comme il n'y a quasiment, enfin j'exagère peut-être un peu, mais comme l'aide est relativement limitée de la part de l'État ukrainien, tout simplement aussi parce qu'il n'en a pas les moyens. Donc les aides privées se sont organisées. La principale difficulté, c'est effectivement d'accéder à la zone ATO, la zone de proximité ou de conflit.
et notamment, alors on parlait des orphelinats, ceux qui sont les plus proches de la ligne de front, où là, vous avez des checkpoints un peu partout, et on ne laisse pas passer des camions chargés de produits comme ça, pour éviter les trafics, etc. Donc, il faut avoir des entrées, effectivement, avec des groupes de volontaires implantés qui permettent d'avoir les laissez-passer, qui nous permettent d'accéder à ces zones difficiles d'accès. C'est quand même compliqué. C'est compliqué, c'est aussi risqué, parce que il y a des tirs réguliers, des infiltrations de snipers, des bombardements aussi. On a tous vu les bombardements sur Mariupol dans des zones civiles. Je ne veux pas dire que de l'autre côté ça n'existe pas. On parle d'une guerre, donc c'est quelque chose qui est juste atroce, une source de souffrance. Donc moi je parle de ce que je connais. Donc les populations civiles ont à souffrir de cette situation. Voilà, donc c'est quand même dangereux. On n'est pas à l'abri d'une balle, d'un obus, etc. Après, au niveau des aides, c'est essentiellement de l'aide privée qui arrive. Il faut l'aide de l'État. Bon, comme je vous disais, on en parlait hors émission. C'est que les soldats, ce que j'ai vu, c'est ils sont approvisionnés effectivement en légumes. Les courgettes, quand elles arrivent, les légumes sont pourris. Le pain, il est juste immangeable. Vous cassez les dents dessus. Donc les soldats sont obligés d'aller s'approvisionner eux-mêmes. Donc des fois sur des petits magasins qui sont restés en périphérie avec leurs propres soldes pour s'acheter à manger. Voilà. Et l'aide alors les locaux qui aussi les aident beaucoup. Il faut bien le savoir. Alors souvent c'est pas de l'argent qu'ils donnent, mais c'est des denrées. Il y a un grand soutien. J'étais il y a 2 mois dans l'oblast de Lugansk, dans le nord. Alors dans les campagnes et dans les petites villes, tout le monde parlait ukrainien, il faut quand même le savoir. Il n'y a que la ville de Lugansk où effectivement on retrouve ce qui existait en France, et pour les gens qui sont bretons le connaissent très bien. C'est-à-dire que dans toutes les campagnes, on parle la langue du terroir, et on vient en ville, comme on veut avoir l'air plus éduqué, on parle la langue alors on va dire de l'occupant, en l'occurrence de la domination historique. Quand c'était l'Union soviétique, on parlait le russe. Voilà. Et donc beaucoup de gens, dans beaucoup de villes, c'est comme ça. Et on a tendance à croire, quand on parle par exemple de Lugansk, oui, les gens parlent russe. Les gens parlent russe à Lugansk. Et dans toute la région de Lugansk, je ne vais pas dire toute, mais en tout cas, dans la majorité de la région de Lugansk, on parle ukrainien. Ou des fois un mélange, ce qu'on appelle le sourgique. Voilà. Donc, c'est-à-dire ? C'est un mélange, en fait, un langage qui apparaît un peu, où on mélange un peu l'ukrainien et un peu le russe. D'accord. Donc c'est tout à fait charmant. Bon, c'est pas très académique, mais ce sont les aléas de l'histoire qui créent ce genre de choses. Voilà. Donc, parler intermédiaire. Voilà, en fait. Mais par exemple, dans la campagne de Lugansk, donc on était dans le nord, les gens apportent des pommes de terre, apportent de l'eau aux soldats, et ils les soutiennent. Lorsqu'un soldat est tué ou blessé, malheureusement la plupart du temps mort dans ce cas-là, les gens sur le convoi qui emmène le cercueil du soldat, les gens sont encore très pieux, s'agenouillent sur le passage du convoi. C'est des moments assez... Oui, on sent ton émotion, oui. Oui, je comprends. Assez émouvant, voilà. Ouais. Bon, mais voilà, c'est des choses qui nous touchent. Après, pour revenir sur l'aide, peu de l'État et des livraisons de denrées qui sont la plupart du temps périmées. C'est surtout les soldats ou les populations locales qui s'approvisionnent et se débrouillent, et puis les associations qui subviennent aux besoins de nombre de personnes. Voilà. Quel est l'état d'esprit des populations sur cette guerre ? Est-ce que les gens parlent un peu de la guerre, en exprimant des sentiments, je ne sais pas moi, de ras-le-bol ou de fatalité, de volonté de triompher, Qu'est-ce qu'on a un peu alors que ce soit dans les zones proches du conflit ou même généralement en Ukraine, quel est le sentiment ? On a du mal à imaginer comment, puisque nous, ça fait un moment que ça nous est plus arrivé, quoique l'histoire se charge régulièrement de nous expliquer qu'il n'y a pas de choses définitives en ce moment, mais voilà, on a du mal à imaginer ce que peut être le sentiment de quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, finalement. Alors, vous savez, ce sentiment évolue. Au démarrage, vous avez nombre de gens qui sont
motivé, volontariste, optimiste, voilà, va en guerre, je dirais. Des deux côtés d'ailleurs, hein, c'est un sentiment naturel. Après, le problème, qu'on a connu à toutes les grandes voilà, guerres. Exactement. Le souci, c'est qu'après, la guerre se rappelle à tous et à toutes, et la guerre, c'est d'abord un cortège et un florilège de souffrance. Voilà. Ce n'est souhaitable en aucun cas. Donc, les populations souffrent. Ce que je constate, c'est qu'en Ukraine, il y a une grande cohésion maintenant. Ça a renforcé l'unité nationale, et là, je parle d'une vraie unité nationale, pas simplement des appels à l'unité nationale comme on en a connu en France, sélectives et finalement qui servent par le haut finalement. Voilà, là on a vraiment des intérêts politiques oligarchiques. Exactement. Ouais. Là on a vraiment une cohésion qui a été renforcée, des gens qui, je dirais, n'avaient pas d'appétence particulière pour le sujet politique, l'objet politique, qui aujourd'hui s'intéressent à la chose. Alors c'est vrai surtout dans les jeunes générations, je dirais jusqu'à 40-45 ans. L'homo soviéticus reste un petit peu figé dans ses postures, mais après au niveau de la population... C'est ce qui fait que sur le plan gouvernemental, ça ne se traduit pas complètement non plus, les options des jeunes générations. C'est à cause encore du poids de cet héritage... figé sur, voilà, on vote pour le plus éminent des oligarques et compagnie. Et puis accessoirement, dans tous les anciens pays du bloc soviétique, ça reste une oligarchie au niveau politique. Les jeunes générations ont du mal à émerger, à prendre des postes de députés, de conseillers, parce que ce sont les gens qui ont l'argent, quel que soit le pays d'ailleurs. Donc je ne jette la pierre à personne. Les choses changent, mais il faut beaucoup de temps. Donc je sais qu'au niveau de l'État, pour revenir sur la question, la cohésion a été renforcée, les gens sont plus pragmatiques, ils voudraient que la guerre se termine, qu'on trouve une solution à cette situation ubuesque et surtout pas avoir une situation larvée, comme c'est le cas dans un certain nombre de zones où effectivement la Russie soutient certains séparatistes et où la situation n'est pas réglée. On a une situation de guerre larvée qui continue et qui peut dégénérer à tout moment. Voilà, donc c'est un petit peu la problématique aujourd'hui en Ukraine. Les gens sont fatigués de la guerre et voudraient que ça s'arrête. Est-ce que tu penses que, après on va faire un petit point sur les bataillons, Azov, Donbass, etc. Est-ce que tu penses que c'est une guerre sans fin, comme certains le disent ? Je voudrais croire que ce ne sera pas le cas. Mais malheureusement, la stratégie, alors je ne veux accuser personne, mais je dirais que la stratégie des agresseurs, de ceux en tout cas qui soutiennent les soi-disant révoltés, et de faire perdurer la situation pour installer une situation d'instabilité pour l'Ukraine, pour éviter qu'elle continue de se rapprocher de l'Europe et de l'OTAN. Je ne juge pas de la pertinence de la chose, je dis simplement que ça correspond à une stratégie. Après, les moyens qui sont mis en place pour cette stratégie peuvent être contestés, même si l'objectif recherché peut être pertinent d'ailleurs. Je ne juge pas la chose, je dis simplement que l'objectif selon moi est d'instaurer un climat d'instabilité au sein de l'Ukraine. Voilà. D'accord. Alors on disait tout à l'heure qu'il y avait un volet militaire à l'aide, ce qui vous met en contact avec un certain nombre d'unités, notamment et plus particulièrement des unités de volontaires, pas que, je crois. Non. Il y a des associations qui travaillent avec des unités régulières, mais avec des unités de volontaires. Le plus connu sur nos rivages, c'est Azov, bien entendu, mais il y en a d'autres. J'aimerais savoir un peu comment se passe finalement la vie de ce régiment ou de ces unités dans les zones de combat. Est-ce que ce sont des gens qui finalement organisent leur environnement entièrement, c'est-à-dire contrôlent les checkpoints, mais les marchandises, mais aussi font la police de proximité, ou est-ce que l'État ukrainien les a confinés à un rôle simplement de pompier du front ? Alors, je dirais que c'est un peu mixte comme situation. Alors, il y a différentes unités de volontaires. Bon, c'est vrai que nous, on aide un certain nombre de troupes, notamment les volontaires, mais pas une unité en particulier. Donc après, pour répondre plus directement à la question, si on parle de certaines unités, elles sont essentiellement là pour se battre. Donc, et assurer effectivement, un petit peu comme dans d'autres pays,
la souveraineté ukrainienne sur les territoires du pays, enfin de l'État. En l'occurrence, si on parle d'Azov, qui est la plus connue, la plus sulfureuse sur certains points en France, elle se limite effectivement à combattre. Après, ils ont, eux, instauré dans la zone où ils sont des activités avec un engagement civil dans la société civile. Notamment, ils ont fait des centres de réhabilitation pour les soldats, des camps, de camps de vacances pour les enfants, notamment sur les régions où ils sont. Ils ont ouvert récemment une maison cosaque. Donc ça s'inscrit dans une logique d'idées qui va bien au-delà simplement de la guerre et qui laisse présager qu'après, effectivement, ils ont une traduction politique, effectivement, un engagement social et politique. Voilà, on est sur du métapolitique, et après, effectivement, je pense qu'ils s'inscriront dans le paysage politique. Mais je pense aussi que le fait de simplement parler de guerre, c'est une chose. L'affaire vous permet d'avoir un certain crédit après. C'est pas simplement des gens qui parlent de défendre l'Ukraine, ce sont des gens qui défendent l'Ukraine, et je parle de tous les volontaires, qui après, effectivement, ont une vraie crédibilité. On est sur cette vérité du front dont parlait Junger, qui dit, qui permet ensuite, effectivement, de dire, bon, moi, j'ai vu, j'ai fait. Si je devais comparer, j'aime l'analogie des corps francs avec ces unités de volontaires qui sont... Ne leur souhaitons pas le même destin. Ne leur souhaitons pas le même destin, effectivement, mais qui se sont improvisés, qui ont au début sûrement accepté tout le monde et qui ont fait le tri aussi, qui aujourd'hui sont organisés, sont rentrés un peu plus dans le rang, mais qui continuent effectivement à gagner leur lettre de noblesse. Et c'est aussi pour ça que certaines sont reconnues, que ce soit alors Azov, mais aussi Donbass, Sveta Maria pour ça fera écho pour ceux qui sont très catholiques. Voilà, donc... Où est-ce qu'elle est cette unité d'ailleurs? Parce que j'avais vu un reportage une fois sur eux. Elle est au nord, si je ne me trompe pas, parce qu'après elles sont redéployées. Voilà, elle était au nord-ouest de Donbass. De Donetsk, excusez-moi. Voilà, là où il y a effectivement là où ça tape, là, en voilà, ce moment. Exactement. Bon, ça tape maintenant également sur au sud. Mariupol. Azov a été rappelé. Voilà, donc... Comment ça fonctionne? Les volontaires font des rotations, restent tout le temps au front? Alors tout dépend des unités, effectivement. Lorsque vous avez des petites unités, il y a par exemple la légion, alors, ce qu'on appelle la légion étrangère, c'est la légion géorgienne. Ce sont des volontaires théoriquement surtout géorgiens, mais en fait il y a plus que des géorgiens, donc c'est une petite unité. Donc eux sont la plupart du temps sur le front. Après, il y a quelques roulements, mais sur des unités plus importantes comme Donbass, effectivement, vous avez une partie des soldats qui restent, une partie qui est renvoyée à l'arrière pour se reposer, parce que c'est quand même extrêmement difficile et stressant, le front, il faut quand même le savoir. Et puis après, il y a un roulement qui s'installe, etc. Donc là, par exemple, je vous parlais de Mariupol, où est stationné Azov. Donc eux ont été alors peut-être pas entièrement, mais en partie en repos, et ils ont été globalement tous rappelés là. Donc, parce que ça commence à chauffer sérieusement. Voilà. Mais bon, c'est quoi? Ce sont des attaques saisonnières ou... Parce que là, il y a le beau temps qui revient, c'est pour ça aussi. Voilà. Alors, il n'y a pas de saison pour les attaques. Non, mais on est bien d'accord, c'était une boutade, mais, disons que là, il y a une offensive qui doit correspondre à quelque chose. Il faut savoir qu'au niveau des séparatistes, je ne vais pas utiliser le terme terroriste parce que c'est peut-être un peu excessif, ils ont un matériel illimité. Donc, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors, soi-disant parce qu'ils ont saisi du matériel des stocks de l'armée ukrainienne. Oui, bon, on connaît la légende, surtout quand on connaît l'état de l'armée ukrainienne avant le conflit, voilà, qui était sur le papier une armée importante, mais en réalité une armée qui était décatie, il faut être très honnête, et qui n'avait sous-équipée, il n'y avait plus rien. Voilà, donc y compris de l'équipement qui n'a jamais été dans l'armée ukrainienne. Mais bon, peu importe. Donc c'est surtout... Et quelqu'un qui a un peu l'habitude de la chose militaire, en 3 photos, il a réglé l'affaire. Voilà. Donc il y a beaucoup de bombardements, essentiellement, des incursions d'unités spécialisées, notamment étrangères, qui s'approchent des lignes et qui tirent et tuent 1, 2, 3 soldats et reculent après.
Donc, où, par exemple, incursion, on place des mines et les soldats, en faisant leur ronde, sautent sur une mine. On a un jeune soldat de 36 ans, Anatoly, du bataillon Donbass, qui, il y a 2-3 jours, a perdu ses 2 jambes. Donc, alors, lui, par exemple, en termes d'indemnité, il n'aura quasiment aucune aide de l'État ukrainien. Parce qu'il est au sein d'une unité de volontaires. Voilà, il a une femme, Dieu merci, qui va prendre soin de lui, mais il a perdu ses 2 jambes. Voilà. Donc pour lui, 36 ans, il a perdu ses 2 jambes. Voilà la réalité aujourd'hui du front, c'est des populations qui souffrent, des gens qui sont traumatisés, qui souffrent et qui meurent ou sont amputés dans le meilleur des cas, je dirais. Voilà. On a vu qui était sur le terrain en termes humanitaires. Je vais poser une question bête, mais qu'il faut quand même poser. C'est bien entendu insuffisant. Oui, bien sûr, c'est largement insuffisant. On essaie, mais après, il n'y a jamais assez. On parle quand même d'un pays de 45 millions d'habitants, moins quelques millions de personnes qui sont restées volontairement ou sont bloquées dans les zones dont l'État n'a plus le contrôle, je dirais, mais c'est des populations qui manquent de tout. Là, nous, on essaie d'organiser une collecte de chaussures. Alors ça peut paraître marginal, mais il y a 2 semaines quand on y était, voir des enfants qui vivent depuis 2 ans qui n'ont pas de chaussures. Alors quand c'est l'été, ça peut être un peu rigolo de voir un enfant courir pieds nus, mais c'est pas acceptable. On parle de l'Europe, c'est juste inacceptable. Surtout quand on est des enfants, on comprend très bien ce genre de choses. Et il faut comprendre aussi, alors je tiens quand même à le dire, c'est que cette guerre, c'est une guerre de souveraineté. On a quand même une population, des gens qui, apparus de nulle part, ont décrété que certaines zones étaient désormais indépendantes. Alors, imaginez si en France, parce qu'on l'a vaguement évoqué, mais je tenais quand même à le dire, imaginez qu'en France, demain, certaines régions décrètent que, parce que on parle ici un autre dialecte ou une autre langue, par exemple le comté de Nice ou en Corse, par exemple. Je sais que certains auditeurs approuveront ce genre de choses, mais on a quand même une communauté de destin au sein de la France. Après, on peut avoir des particularismes régionaux et qui sont tout à fait honorables et respectables. Bien sûr, on est parfaitement d'accord. Et au niveau culturel, ce qui fait la richesse de la France, toutes ces cultures, tous ces micro-pays qui constituent la richesse de la France. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui décrètent qu'une zone est indépendante parce que les gens parlent une autre langue. Mais beaucoup de gens parlent en France, par exemple, il n'y a pas si longtemps en Alsace, on avait 70% de la population qui parlait une version de l'allemand. Attention, les Alsaciens vont t'étriper. J'ai dit une version de l'allemand. Un parler germanique. Voilà, un parler germanique issu du vieil allemand. Donc, ce n'est pas pour autant que la zone doit être attachée à l'Allemagne. Comme le comté de Nice, ce sont des particularismes historiques et culturels, bien souvent, qui font que il y a une vraie richesse. Alors après, il y a aussi autre chose, parce que ça, à la limite, ce que tu décris, c'est un cas, le cas alsacien, par exemple, est un cas classique de dispute frontalière entre la France et l'Allemagne. Ça l'a été très longtemps. Est-ce que c'est dans l'ère germanique ou dans l'ère latino-romane européenne, française, etc. Mais pour la région qui a fait sécession, à savoir le Donbass, il y a encore une particularité, c'est que c'était une région ukrainophone qui a été quelque part aussi russifiée par l'histoire en termes de colonisation, domination de type linguistique, impérial. C'est-à-dire que c'est progressivement une région qui a été, on va dire, transformée, en tout cas pour la langue, qui est un vecteur qui est non négligeable, transformée sur les quelques 70-80 dernières années. Voilà. C'est même récent. Une de mes amies ukrainiennes m'a dit que quand elle était petite, et elle n'est pas très âgée, elle a 27 ans, quand elle était petite, elle allait chez sa grand-mère au nord de l'Ukraine, dans la région Policia. Et donc quand elle revenait de ses vacances, donc elle parlait avec un fort accent ukrainien, mais elle parlait russe.
c'est sur la ville de Dniepro, anciennement Dniepropetrovsk. Et quand elle rentrait sur Dniepro, dans le jardin d'enfants, avec les autres enfants, les parents de certains enfants refusaient que leurs enfants jouent avec elle. Parce qu'ils disaient, mais ne joue pas avec elle, c'est une paysanne, elle parle l'ukrainien. C'est aussi, et alors que la plupart de ces gens, alors soit ils étaient russes, voilà, soit ils étaient ukrainiens, mais russophiles. Il y avait une haine de soi qu'on a connue aussi en Bretagne. Je fais souvent l'analogie où mon grand-père me racontait que dans les écoles, il y avait des panneaux indiquant interdit de parler breton et de cracher. Oui, Vous voyez le même niveau, c'est ouais, juste, ouais. voilà. Donc les parents, c'était dans certaines zones, parler l'ukrainien, c'était être analphabète, idiot, et puis tout simplement méprisé. Voilà, donc après, je dirais que, est-ce que, parce qu'un territoire est occupé par une population, et encore pas majoritaire, je tiens à le dire, beaucoup de gens se croient russes parce qu'ils parlent russe, c'est ce qui est complètement ubuesque. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certaines zones où on parle, où certaines minorités parlent d'autres langues, est-ce que nous, en tant que Français, Alsaciens, Lorrains, Bretons, peu importe, on accepterait que ces populations décrètent par exemple, une indépendance ? Est-ce que c'est quelque chose que les gens, vos auditeurs, accepteraient ? Je pense que c'est quelque chose qui nous paraîtrait étrange. C'est un petit peu la même chose en Ukraine. On a des zones où, effectivement, des Ukrainiens, majoritairement des Ukrainiens parlent russe, mais ça ne fait pas d'eux des Russes. Voilà. Et l'État a effectivement une certaine souveraineté sur un territoire reconnu. D'ailleurs, et c'est intéressant d'en parler en préparant cette émission, la guerre, on l'a dit tout à l'heure brièvement, mais on peut y revenir, la guerre a développé un nous. Oui. Un nous par-delà les langues, d'ailleurs, un nous par-delà les origines. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que il y a eu la guerre a fait émerger, enfin le conflit a fait émerger une conscience nationale. C'est peut-être d'ailleurs un des effets absolument inattendus et peut-être positif. Absolument pas souhaités de la part de ceux qui soutiennent les séparatistes. C'est que finalement, cette guerre a polarisé une conscience nationale et l'a renforcée. Je crois qu'il y a moult exemples de gens qui, effectivement, se sont réinvestis dans leur identité ukrainienne. Oui, tout à fait. C'est vraiment une cohésion nationale, un sentiment d'appartenir à un pays, le renforcement de la communauté nationale, effectivement, et des gens qui, parce qu'ils parlaient russe, comme je le disais, avaient l'impression d'être russes. Et lorsqu'on leur pose une ou deux questions, on se rend compte que le papa est ukrainien, la maman est... Alors, elle n'est pas ukrainienne, elle est à moitié ukrainienne de son père, et de sa mère, elle est russe des pays baltes. Et je lui dis, mais t'es quand même, alors donc, 3/4 ukrainienne déjà. Oui, mais je suis né en Russie. Je dis, d'accord. Et je parle russe, donc je suis russe. Oui, alors moi je parle anglais, c'est pas pour autant que je suis anglais ou américain. Voilà. Et au bout d'un moment, effectivement, suite à cette guerre, nombre de mes amis, notamment cette amie d'ailleurs, a demandé le passeport ukrainien et a abandonné le passeport russe qu'elle avait à l'époque parce qu'elle était née en Russie. Parce qu'elle a compris qu'en fait, auparavant elle ne se posait pas la question, mais là elle a compris qu'effectivement, elle était ukrainienne, de par son héritage culturel, et que juste pendant un certain temps, elle avait occulté ça, parce que l'histoire a voulu qu'à l'époque soviétique, je rappelle que le dernier prisonnier politique, victime des soviets, était quand même un Ukrainien, donc un poète ukrainien. Donc l'Ukraine a été extrêmement opprimée, et toutes les cultures locales, je veux dire tous les pays en dehors de l'État, enfin de la population russe, y compris la population russe d'ailleurs. Voilà. Mais effectivement, il y a une conscience collective qui émerge, ça c'est le bon point. Est-ce que c'était le meilleur moyen de faire émerger la nation ukrainienne ? Certainement pas. Mais je pense que c'est quelque chose, effectivement, que ceux qui aident les séparatistes n'avaient pas anticipé. Ils créent effectivement, et c'est dommage, regrettable, moi qui aime beaucoup la Russie d'ailleurs, ils créent une certaine rancœur de la part des Ukrainiens vis-à-vis de la Russie. Et c'est dommage parce que ça n'existait pas. C'était quelque chose qui était dans l'humour, bien sûr. On se moquait des Russes, mais comme nous, on va faire des blagues belges ou blagues suisses, mais en aucun cas, il y avait d'inimitié entre les deux peuples. Mais là, c'est vrai que les passions sont un peu exacerbées. Et c'est regrettable, d'ailleurs.
Et ça, ce sera très très compliqué à apaiser, hein, parce que et d'ailleurs on le voit, c'est on va dire, c'est une tension et une crispation qui fait tache d'huile sur toute la zone. On parlait un peu avant le début de l'émission des pays baltes, hein, dans lesquels là aussi la chose est tendue, de la relative tension aussi chez les Biélorusses, hein, qui ont une forte attraction pour ce qui se passe en Ukraine, mais qui en même temps ont bien conscience de la puissance du voisin. Enfin, il y a vraiment une espèce de tension, crispation qui ne se résout pas d'ailleurs par les actes de la puissance russe, hein, et c'est très dommage parce que on est beaucoup à regretter ici que le gouvernement et on va dire la tête du pouvoir russe, M. Poutine, n'ait pas saisi d'ailleurs à un moment l'option qui était possible, notamment avec la chute des oligarques ukrainiens, de dire voilà, on va rénover tout ça, on va faire quelque chose. Je pense que là, il aurait d'ailleurs gagné et remporté la mise en disant je vous soutiens, on va faire quelque chose de propre, de grand, etc. Le problème, c'est qu'il est aussi issu de ce même système. Ils sont ici, on a l'âge de César Terre, hein, et on voit là que effectivement, il y a des visions politiques qui n'ont pas vu le jour. Et justement, ma question, elle est qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en Ukraine comme schéma et vision politique développée? Alors évidemment, j'aurais tendance, par attrait personnel, à te demander ce qui se passe sur nos rives, hein, politiquement, hein, voilà, dans les gens qu'on peut considérer comme proches de nos mouvances et de nos principes, mais plus généralement, quels sont les grands courants qui se développent dans cette Ukraine dite libérée, dite post-Maïdan, là aussi, on va en parler 5 minutes, avec une révolution récupérée, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se développe? Quelles sont les forces en présence, finalement? Alors, je dirais beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure des gens de Sveta Maria, donc pas catholiques, mais chrétiens, et en particulier orthodoxes. Donc, un renouveau religieux pour certains, un renouveau des idées pour d'autres. Alors, ça peut être Donbass, des mouvements comme Pravi Sector ou Azov. Je dirais qu'il y a la population est scindée. C'est-à-dire qu'il y a les anciens qui ne veulent pas changer et finalement on sont à se dire c'était mieux avant, mais c'était pas mieux avant. Mais ça, c'était mieux avant, on l'a en Russie, on l'a partout, on l'a un peu partout. Sauf que là-bas, ça va être c'était mieux avant. J'aime bien un peu l'Union soviétique, c'était pas mal. Donc voilà. Après, dans les jeunes générations, et jeunes, je vais jusqu'à même 50 ans, les gens ont compris qu'effectivement, la liberté, c'est quand même extrêmement sympathique, même si des fois on a l'impression un peu de parler tout seul, on a quand même une très grande liberté. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens s'investissent, on a beaucoup d'initiatives de partout, on parle des bataillons qui eux aussi regroupent un certain nombre de volontaires. Et au niveau de la société civile, on a l'émergence de beaucoup de choses, notamment au niveau des idées. On parle, alors, tu me parlais de Azov notamment tout à l'heure. Oui, il y a un corps civil. Un corps civil qui prend en charge la formation des jeunes générations, pour les occuper aussi, pour éviter qu'ils ne tombent dans les travers que l'on connaît aussi en France de la société moderne. Délinquance, voilà, drogue, les occuper, les former, faire progresser la société. Pour ceux qui connaissent, effectivement, Azov a toujours été à la pointe au niveau des idées, et notamment vis-à-vis de Dominique Vénère. Ce n'est pas du tout le cas de l'autre côté. Je dirais que plutôt les références, mis à part quelques cas isolés qui ne se manifestent que sur Facebook, les références pour les gens en face, c'est plutôt l'Union soviétique, Staline, où ils ont réinstauré les Komsomol, les jeunesses communistes, remis en place des statues à l'honneur de Staline, enfin, excusez-moi, au secours. Alors que du côté d'Azov, tous les ans est célébré le sacrifice de Dominique Vénère. Je sais de sources sûres qu'il travaille aussi sur la traduction de certains ouvrages de Dominique Vénère, en russe et en ukrainien, comme quoi il n'y a pas de rancœur particulière, et y compris dans les bataillons de volontaires, je tiens à préciser, beaucoup de Russes font partie des combattants, y compris des patriotes qui sont des vrais patriotes, qui sont persécutés en Russie par le pouvoir en place, qui est un pouvoir oligarchique. C'est juste un clan différent des autres. Voilà. Mais ce n'est pas un clan ami.
les patriotes. Voilà. Donc voilà. Oui, on en est déjà. Enfin, moi, je m'en suis déjà ouvert parce que j'ai quelques liaisons avec des militants en Russie qui expliquent effectivement la violence de la répression qui est faite aux nationaux révolutionnaires, que ce soit des gens des branches impériales orthodoxes ou des nationaux révolutionnaires plutôt païens, etc. Tout le monde en prend pour son grade, et quand je dis en prend pour son grade, c'est y compris physiquement, et y compris par la prison, et y compris par les vexations, etc. C'est tout le temps, et c'est une répression féroce de la part du régime. Pas étonnant d'ailleurs qu'on finisse par en trouver dans les bataillons de volontaires nationalistes ukrainiens. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc après, au niveau de l'Ukraine, effectivement... Oui, il y a eu une commémo d'ailleurs, pour revenir sur Dominique Vénère, il y a eu une commémo récente par Azov. Oui, tout à fait. Mais tous les ans, il y a une commémoration qui est faite. Là, ils ont publié un article sur lui rendant hommage à nouveau. Ça fait partie des choses qui s'inscrivent dans la logique de la nouvelle génération. Ils essaient effectivement de faire évoluer la société pour que l'on aille vers une société qui corresponde plus à leurs valeurs. Et je tiens à le préciser aux auditeurs, il ne faut pas confondre l'État ukrainien avec la société ukrainienne. Ce n'est pas très important, très important. Là aussi, il faut casser un poncif. Si les Ukrainiens, à leur tour, devaient juger la France sur le gouvernement français, il y aurait peu d'Ukrainiens qui soutiendraient probablement le gouvernement français. Mais est-ce que les gens se retrouvent dans l'État français actuel, les Français, j'entends? Je ne suis pas sûr qu'une majorité de gens se retrouvent dans ce gouvernement. Donc, non, il n'y a que voir les sondages. Voilà, je faisais référence à ça. 5%, je crois, la dernière fois. Donc, c'est pareil pour l'État ukrainien. Faire la part des choses, soutenir l'Ukraine, ça ne veut pas dire soutenir l'État ukrainien. Ça ne veut pas dire cautionner tout ce qu'il fait. L'Ukraine est en guerre, c'est une guerre vis-à-vis d'un agresseur extérieur, mais c'est aussi une guerre intérieure, comme partout. Donc en France, c'est aussi une situation conflictuelle où tous les jours des gens se battent et s'engagent, vous en savez quelque chose, à Méridien Zéro. Donc c'est la même chose. Les tensions montent en France également. Voilà, donc c'est pareil en Ukraine, sauf qu'on a en plus une guerre. Donc on est obligé effectivement de faire des compromis face à l'urgence, tout simplement. Parce que si demain l'ensemble de l'Ukraine était envahi, la répression ne serait pas simplement par une perquisition et un interrogatoire par le SBU, mais tout simplement envoyé en prison, comme ça a été le cas avec un patriote russe qui en Russie a mis un commentaire la Crimée, c'est l'Ukraine, et qui a pris 2 ans de prison ferme. C'est ça la réalité aujourd'hui en Russie, et c'est parce que je exactement souhaite. ça. Voilà. On est bien d'accord. Alors, on va conclure sur l'aide que tout à chacun peut apporter, que nos auditeurs peuvent apporter s'ils le souhaitent. On a un grand panel d'auditeurs, des gens seront d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit, mais l'aide humanitaire est-elle toujours possible? Alors, qu'est-ce que l'on peut faire très concrètement? Qui l'on peut aider si on veut aider aujourd'hui? Et voilà, on se dit, tiens, je vais aller sur Internet, je vais regarder un peu ce qu'il est possible de faire pour les populations. Alors, je dirais que les combattants. Aider les gens, quel que soit le bord, c'est toujours tout à fait méritant. Si vous souhaitez aider des enfants, vous avez des associations. Si vous souhaitez aider les soldats, vous pouvez aussi aider d'autres choses. Du côté ukrainien, pour ce que je connais, vous avez pour moi 3 associations qui sont extrêmement actives et je dirais efficaces. C'est AMC, Aide médicale caritative, qui s'occupe de récupérer du matériel médicale en France et qui l'achemine sur des hôpitaux qui soignent indifféremment les civils, les militaires ou même des prisonniers pour info. Il n'y a pas de tri entre les gens, les blessés en général, ceux qui ont besoin. Et c'est remarquable. Vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Vous pouvez aussi donner de votre temps. C'est-à-dire que des fois, dans certaines régions, on a besoin de volontaires. Ils ont besoin de volontaires pour charger des camions avec des lits. Voilà, vous pouvez donner quelques heures de votre temps pour aider. C'est aussi une façon d'aider. Vous avez donc, ça c'est pour les hôpitaux. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, pour le militaire non létal, bien évidemment, je le répète à chaque fois, une association qui s'appelle FUSA, donc les Français et Ukrainiens soutenant l'armée, c'est la traduction, mais voilà, FUSA. FUSA, oui. Voilà, FUSA, qui apporte un soutien pour les troupes qui se battent, et notamment, j'insiste bien, les unités de volontaires. Mais ça peut être des unités tout à fait régulières et des gens très bien, par ailleurs.
Voilà. Et vous avez enfin celui qui me touche toujours plus et avec qui j'ai un rapport particulier, c'est SFU, Solidarité France-Ukraine, SFU, qui aide les enfants essentiellement, mais plus généralement les populations, au cas par cas, les populations civiles, j'entends. Voilà. Donc, si vous avez envie, ça peut être du temps, ça peut être un petit don. Alors, Voilà. ces entités, on les trouve sur Internet. Oui, il suffit d'aller sur Facebook pour Voilà. les trois et vous faites SFU, FUSA, AMC, vous trouverez voilà. Des liens, des interlocuteurs. Voilà, des exemples de choses qu'ils ont fait. Les associations sont côté pro-ukrainien, mais ne tombent pas dans la radicalité facile de la critique de l'autre bord. Ils essaient de rester neutres. Je sais que SFU a essayé notamment d'organiser une livraison de produits pour les enfants en zone alors occupée, etc. Mais c'est extrêmement difficile, mais ils essaient de le faire, j'en sais quelque chose. Donc c'est pas des associations qui font passer la politique avant toute chose, c'est des associations qui essaient d'aider les gens. Voilà, tout simplement. Ce qui est effectivement primordial en zone de guerre, ne jamais l'oublier. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou à exprimer sur ce sujet ukrainien qui est d'ailleurs passé au second plan du traitement médiatique, hein. Ça a occupé pendant une bonne année les journaux télévisés, mais aujourd'hui, comme tous les autres sujets guerriers d'ailleurs, c'est passé par pertes et profits. On est sur d'autres affaires. Voilà. L'information est un produit consommable comme un autre, donc les journalistes traitent, ces vendeurs ils en parlent, ces plus vendeurs ils en parlent plus. L'Ukraine aujourd'hui est un pays européen en guerre. J'invite les gens plus généralement à avoir un peu de recul vis-à-vis de l'information qu'il leur a donnée. Oui. N'oubliez pas que les gens souffrent, ce sont des Européens, quel que soit le bord. Aider, c'est important. Vérifier à qui on aide. La critique facile, le prosélytisme, ce n'est jamais bon signe. On peut aider et soulager des Européens qui sont dans le besoin. Je pense que il y a des gens qui font sûrement de l'autre côté de l'excellent travail et s'ils le font avec honnêteté, je les félicite. Moi, je suis avec certains de mes amis du côté ukrainien, mais l'important, c'est d'aider des Européens qui sont dans le besoin, qui souffrent aujourd'hui, des enfants, des soldats, des gens, monsieur, ça pourrait être vous. Donc, soyons généreux, soyons bons, et essayons d'aider des populations européennes qui souffrent, c'est tout. Oui, les nôtres avant les autres, exactement. Ça pourrait être exactement le mot de la fin. Benoît Lazari, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous repartez bientôt Oui, début de mois prochain. D'accord, très bien. Bah, écoutez, alors bonne route et puis vous saluez tous ceux à qui nous pensons en Ukraine, et ils sont nombreux. C'était le lieutenant Sturm pour cet entretien sur le sujet de l'Ukraine et la situation sociale et humanitaire dans ce pays à l'heure de la guerre et d'une guerre qui se prolonge. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique du lieutenant Storm, votre serviteur. Je sais que je me fais rare, mais que voulez-vous? Je n'ai pas encore la capacité d'une pieuvre et les sollicitations ne manquent pas. Bref, de retour sur le pont pour une nouvelle chronique, où une fois n'est pas coutume, et avant de vous envahir de ma faconde, j'aimerais signaler à tous les auditeurs la mise en ligne du nouveau site de votre radio préférée à l'adresse suivante, www.radiomz.org. J'ai bien dit www.radiomz.org. Nouveau site donc, nouvelle architecture que nous espérons plus fluide et qui permet surtout de naviguer à loisir entre les différentes émissions anciennes ou récentes. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos sentiments sur cette évolution. Notez également qu'à partir de la fin du mois, vous serez automatiquement redirigé vers ce nouveau support, l'ancien disparaissant. Je profite également de cette introduction technique pour remercier Olivier, fidèle auditeur et remarquable bâtisseur de ce site. Olivier, je salue ton travail au nom de tous les auditeurs. Ce préambule accompli, je commencerai tout d'abord cette chronique en vous remerciant également pour vos nombreux messages qui ont suivi la précédente chronique, celle du mois de mai, qui portait sur ce que j'avais appelé la chimère unitaire. Ces réactions, nombreuses donc, et toutes aussi intéressantes, je les attribue en premier lieu à votre souci grandissant de réfléchir, à trouver comme moi et bien d'autres les vecteurs idoines, les outils les plus adaptés à nous sortir des ornières où l'histoire et le système nous ont placés. Bien sûr, tous les commentaires ne sont pas empathiques, loin de là, et plusieurs d'entre vous ont pu critiquer avec bien souvent de bons arguments l'analyse que je faisais de l'obsession unitaire comme panacée à toutes les carences. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène justement ce soir à engager auprès de vous quelques mises au clair, quelques précisions qui permettront, je l'espère, de nourrir et de poursuivre ce débat. En premier lieu, dans ma chronique précédente, j'ai utilisé le vocable impératif « disparaissons ». Ce « disparaissons » a suscité bien des commentaires, des interrogations, et il me faut donc préciser mon propos afin de dissiper les incompréhensions éventuelles. Ce disparaissons, donc, ne signifiait d'ailleurs, en premier lieu, aucunement, de ma part, un quelconque abandon de poste, une dissipation ou une évaporation pure et simple. D'abord parce que c'est trop facile, ensuite parce que cela ressortirait d'un non-sens total par rapport à l'ensemble de mes propos, et enfin parce que dans mon esprit, disparaître, c'est d'abord arrêter de nous signaler sur les écrans radars d'un système toujours très heureux de nous épingler, de nous localiser pour mieux nous contingenter, et faire de nous des caricatures permanentes de ce que nous ne sommes pas ou de ce que nous ne voulons pas être. À mes yeux, donc, disparaître n'est donc pas synonyme de se fondre dans la masse, mais bien plutôt d'aller incarner au milieu des nôtres ce que nous pensons et devons représenter en arrêtant par là même d'endosser l'habit taillé par d'autres. En effet, nous sommes plusieurs à penser que bâtir des organes militants selon les codes reconnus par tous et donc lisibles par le système, c'est déjà faire un peu le jeu du système. Notre volonté de, entre guillemets, disparition revêt donc d'abord un aspect tactique évident, qui est celui de sortir dès maintenant des milieux sclérosants, des sociologies incapacitantes et de nous délivrer d'une caricature, invalidant la moindre action, la moindre prise d'initiative. Mais cette disparition, toujours entre guillemets, recouvre également un aspect stratégique de haute importance, qui est celui d'investir de nouveaux champs de lutte, c'est-à-dire finalement les vrais champs de lutte, à l'heure où le combat se déplace définitivement du terrain social vers ceux terriblement vitaux du territoire et de la substance ethnique. S'adapter pour lutter, savoir prendre en compte l'affaiblissement des verticalités sociales anciennes, trouver des axes de lutte porteurs dans le réel et pas dans le dogme, voilà le programme. Pour être clair, le temps perdu, à mon sens, à tenter d'organiser une réponse unitaire socialement lisible est un temps passé englué dans une réalité déjà dépassée, celle d'un État, d'un pays dans lequel les enjeux se manifestent au sein d'une société organisée et produisant du sens. Des verticalités sociales comme la France en connaissait jusqu'à la fin des années 60. Peu importe d'ailleurs que ces verticalités nous correspondent, elles permettaient de se fonder contre ou pour. Je souscris sur ce point aux analyses notamment du camarade Michel Drac ou à celles du comité invisible, à savoir que la société telle qu'elle se pense encore, en nous, a tout bonnement cessé d'exister avec l'ère numérique du flux. Ce flux qui liquéfie l'espace social, le fragmente en autant de réalités individuelles et égotiques, est probablement le plus puissant dissolvant qu'ait créé l'oligarchie dominante.
Nous reviendrons d'ailleurs, je l'espère, sur ce point bientôt et d'autres dans une émission avec probablement Michel s'il est disponible. Michel, je lance un appel. De fait, la question de la pertinence d'une unité militante organisée selon des modalités précadrées par les détenteurs du monopole de domination, par l'État, par l'administration, eh bien cette question se pose crûment dans un espace social totalement dissous au sein d'une réalité fragmentée et floue. Et j'y réponds bien sûr avec d'autres, en invoquant la nécessité vitale d'une adaptation radicale de projection, et non pas par la constitution d'un bastion partisan monolithique. Je pense d'ailleurs profondément que l'heure est à la projection et non à la défense, qu'il faut s'élancer à la conquête des nôtres et non pas se recroqueviller sur un réseau défensif conservateur. Je ne critique pas, le fait que le bastion soit sécurisant, je critique l'absence d'initiative qu'il produit. Derrière les hauts murs du château, on n'attaque pas, on défend. Or, en dehors des mouvances et des sociologies de marge, oui, dehors, il y a des millions de nos concitoyens qui errent, inquiets, à la recherche d'un sens à donner à leur quotidien. Ne les méprisons pas surtout. Ils sont comme vous et moi, aussi spectateurs d'un monde en chaos. Ils sont pleinement conscients des atteintes létales que subit notre pays, notre continent. Nous n'avons pas le droit de ne pas nous tourner vers eux. Or, encore une fois, depuis les bastions de la mouvance, cela est impossible. Les médias nous y enferment et notre entropie nous y confine. Ne vous méprenez pas non plus, je le dis clairement, il y a de la place pour tout le monde et ceux qui choisissent des modes d'organisation classiques font aussi leur part du travail militant. Tout est affaire de choix. Et pour nous, il faut aller plus loin, il faut retrouver les nôtres. Ceci m'amène d'ailleurs à parler du second point qui a suscité pas mal de débats, à savoir mon rejet sec de l'unitarisme militant. Nombre d'entre vous m'ont objecté qu'une forme d'unité était quand même souhaitable, voire impérative. La vraie, chers amis pirates, mais je persiste et j'affirme que l'unité est le dernier de nos soucis. Parce que l'unité formulée dans un mouvement monolithique est justement la traduction d'impuissance la plus forte que nous pourrions produire. Et surtout un cadeau tombé du ciel pour un système qui n'a de fin ni de cesse que de nous voir entrer dans ses schémas. Je précise tout de suite que je ne parle ici que du cadre français. D'abord parce que je ne maîtrise pas assez finement les autres cadres européens, et ensuite, chaque peuple génère les formes les plus appropriées de lutte. Mais en France, les partis, c'est le XXe siècle. Les mouvements unitaires monolithiques, sont le produit d'un monde qui comportait encore des verticalités sociales, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui étaient encore aussi en capacité de produire du sens. Les verticalités sociales, c'était tout simplement cette répétition mécanique d'usage, de coutumes, qui formait un type d'homme discipliné et proprement apte à suivre un ordre manifesté dans une structure. Désolé d'avoir à le redire, mais ce type d'homme tend fortement à disparaître avec l'horizontalisation des rapports humains, l'explosion communicationnelle individuée. Tous ces gestes, mots, habitus répétés, garants d'une cohérence de l'espace social, ont volé en éclats avec la numérisation du monde. Songez un instant à ce qu'il adviendrait aujourd'hui d'un message d'un des grands mouvements idéologiques du XXe siècle, noyé en quelques secondes sous des tonnes de tweets, de likes et surtout de milliers d'autres informations de moindre importance. Aujourd'hui, ce n'est hélas plus la vie qui pose la pensée, mais la pensée qui prétend poser la vie, comme le souligne d'ailleurs Jean Granier. Je suis d'accord avec vous, cette vision des choses est une monstruosité. Mais on peut soit continuer de l'ignorer et faire comme si on était toujours au XXe siècle, au milieu d'ailleurs du XXe siècle, ou au premier tiers, soit on choisit de la combattre, et alors là il faut vouloir chevaucher le tigre pour affronter les vrais défis de ce monde. À l'heure où Monsanto et Google sont plus dangereux que des États, à l'heure où le capital draine l'immigration, il paraît de plus en plus anachronique et déplacé d'avoir pour but que de façonner un mouvement, parti, unitaire, comme une relique du siècle dernier. Et même sans cela, il paraît illusoire de vouloir s'y opposer en produisant un appareil militant mimétique de ceux du système. La révolution, notre révolution, ne pourra être qu'ontologique. Nous devons produire un type militant qui refuse le combat selon les règles oligarchiques, selon les règles de l'ennemi, qu'il refuse sur les agendas médiatiques et les storytelling développés par le pouvoir. Nous devons reprendre notre propre narration du monde, au milieu des nôtres, par un travail exemplaire d'incarnation. Pour cela, il est impératif, comme je le disais tout à l'heure, de sortir des milieux, des ghettos réels ou virtuels que l'oligarchie nous donne en terrain de jeu.
Cela n'interdit aucunement l'intelligence collective entre membres d'une même famille politique. Et c'est d'ailleurs ma contre-proposition face à l'unitarisme. L'intelligence collective peut parfaitement fonctionner sur des sujets porteurs, des axes de lutte transversaux bien identifiés. À cet égard, le cas du centenaire de la bataille de Verdun, qui devait être couronné par un concert de rap de M. Black M, a presque été une réussite. Ah, j'entends déjà les dents grincer. Oui, désolé, presque. Examinons d'abord d'ailleurs ce qui a réussi. C'est incontestablement la mobilisation via les réseaux sociaux et les canaux de communication. Pris au trip, comme on le dit, la plupart des militants, des sympathisants, des amoureux d'une histoire non saccagée ont unanimement manifesté leur profonde indignation. Cela a payé, encore une fois, en partie. Le concert a finalement été annulé et l'on peut légitimement considérer cela comme un succès. Maintenant, il faut bien regarder aussi ceux qui relèvent de l'échec. Et sur ce point, l'analyse est double. Le premier échec est d'abord celui d'une mobilisation qui, si elle s'est réalisée virtuellement, aurait dû se prolonger physiquement par une présence massive aux cérémonies, comme une forme de garde garante d'un déroulement respectueux. Et nous n'avons pu éviter les gamins échevelés en t-shirt fluo qui cavalent entre les tombes au rythme syncopé de tam-tam métallique. Sur ce point, il faut le dire, nous sommes quelque part cocus. On nous a donné le rappeur en pâture et derrière on a saccagé le site pendant la cérémonie. Cela nous apprendra d'ailleurs qu'il ne faut jamais rien lâcher, jamais. Il faut aller jusqu'au bout. Ensuite, le second échec est à mes yeux aussi lourd que le premier. C'est celui né de la juvénilité permanente de la mouvance. À peine le concert de Black M annulé, voilà que chaque officine, chaque mouvement, à de rares exceptions près, y est allé de son flyer de victoire, signé, bien entendu, de son groupe. On a gagné, signé bidule, victoire, signé groupe machin. Cette réaction, hélas prévisible, est le marqueur le plus évident d'une absence cruelle d'intelligence stratégique. Premièrement, parce que l'impact aurait été décuplé par un relatif anonymat, ce qu'on appelle l'effet collectif, qui est difficile à circonscrire, ce qui aurait mis d'ailleurs notamment les médias dans le doute, dans le flou. Ensuite, parce que cela aurait évité aux victorieux de se retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, cocus quelques jours après, au vu des images de la Comémo. Et enfin, et surtout, symboliquement, historiquement, je dirais même sur un plan sacré, la bataille de Verdun n'appartient ni aux nationalistes, ni aux FAF, ni aux identitaires, ni à l'État, mais à la France tout entière. Et s'abstenir de marquer ce succès aurait permis à tous nos compatriotes conscients de se l'approprier. Or, quelques heures après l'annulation du concert, les médias parlaient déjà de l'extrême droite comme responsable de cette décision et mettaient en place un discours habituel de dénonciation contingentement, appuyé sur les images de flyers, les images de revendications sur Internet, et voilà que se mettait en place le plan d'hygiène anti-facho qui isole toujours plus et interdit aux concitoyens lambda de se cohérer à cette victoire sous peine de mise au ban pour lui-même. Ensuite, sortir du ghetto implique nécessairement et impérativement de se délester définitivement des éléments et des pensées réactionnaires qui polluent la mouvance. Certains le font déjà, et d'ailleurs sont déjà sortis, mais d'autres maintiennent comme un flambeau, comme une qualité nécessaire le fait d'être réac. Or, le réac est tout sauf révolutionnaire. Le réac en est même, je dirais, le fléau, le poison. Le réac est en fait un droitard conservateur et râleur, qui pense trouver écho et sympathie dans ce que les médias appellent l'extrême droite au sens large. Il la trouve d'ailleurs, ce qui montre bien là la sclérose d'une partie de cette mouvance. Le réac pleure sur ce qui n'est plus, s'offusque au moindre changement, déteste la contestation, si elle ne porte pas sur un avant aussi mythifié qu'irréel. Le réac est hémiplégique et anachronique. Il est d'une droite qui n'existe plus sans comprendre que jamais la forme ne revient. La révolution se fonde sur des principes intangibles et inaltérables au temps. Le réac, lui, construit son monde sur des valeurs héritées bien souvent du XIXe siècle bourgeois. Comme le soulignaient déjà les Van der Vogel allemands, qui étouffaient dans le XIXe siècle wilhelminien, le monde bourgeois est un monde de vieux et est nostalgique du vieux monde. Finalement, le réac ne veut aucune révolution, il veut simplement hier. Mais hier, c'est du passé. Hier, c'est du passé. Hélas, peut-être, mais c'est du passé. Et vouloir détricoter le temps, c'est s'identifier à Don Quichotte. Ce qu'il faut,
c'est incarner le principe, peu importe l'époque. Être un homme de principe, ce n'est pas être un homme d'un autre temps ou de son temps, c'est être de tout temps le même homme. Le principe étant le centre, la forme peut varier et s'adapter. Là se trouve sans aucun doute une démarche révolutionnaire au centre des choses, à l'essentiel. Le réac donc, revenons à lui pour terminer, pérore au point de nuire à toute forme de processus révolutionnaire. Et le réac, ces dernières semaines, il s'est manifesté dans la mouvance partout et sous sa forme la plus caricaturale. L'objet de son courroux, bien entendu les grèves, les manifs. Au lieu de concevoir que ces événements, grèves et manifs, peuvent jouer même faiblement en faveur d'un ébranlement du système, même si, n'en doutons pas, ce n'est absolument pas la logique des syndicats du dit système. Mais au lieu de l'aider, d'aider ces mouvements, au lieu de pousser la logique à son paroxysme de contestation, en apportant peut-être des mots d'ordre, un soutien, le réac préfère vomir la chienlit syndicale parce qu'elle est de gauche, vouer aux gémonies les radicaux, les fameux casseurs, comme il dit, parce qu'ils sont d'ultra-gauche. Ils pestent contre les retards de train, hurlent à l'incompétence du pouvoir à ramener l'ordre, sans comprendre que ce même pouvoir utilise le désordre pour casser l'amorce de révolte. Parce que le réac aime l'ordre. Non pas l'ordre du monde, non pas l'ordre organique de la vie, mais l'ordre social, celui qui lui permet de tenir sa position, sa classe sociale et son salaire. Le réac, dans son aveuglement, est finalement un supplétif bien utile à l'oligarchie. Son incapacité à la révolution le rend mûr pour toute forme d'ordre, y compris un ordre ultralibéral et capitaliste. Au fond, ça ne lui déplairait pas de consommer en paix. Et le réac FAF est fort peu différent, il y ajoute simplement une touche ethnique. Le consommer en paix entre blancs. L'ethnolibéralisme, voilà bien un faux ami. Un exemple frappant de ce réactionnisme, je vous le donne parce que ça m'a profondément énervé, qui gangrène la mouvance, aura été sans nul doute l'épisode de l'hôpital Necker. Pour rappel, lors de l'avant-dernière manif, les radicaux dits casseurs, probablement d'ailleurs bien chauffés par des forces de l'ordre, s'en sont pris brièvement à la façade de l'hôpital pour enfants Necker, qui est l'hôpital bien connu où on soigne les petits de maladies et de pathologies ou d'accidents graves. Bilan de ce passage des casseurs, quelques vitres brisées et 2 ou 3 tags. Pas de quoi tomber par terre. Idiot, sans doute. Inutile, sûrement. Mais pas non plus la destruction du siècle. Seulement voilà, sur les réseaux sociaux, on fleurit des réactions indignées pour une bonne partie de la mouvance. Je peux comprendre, toucher symboliquement aux enfants, même de loin, il y a de quoi mettre en pétard. Oui mais voilà, cela revient encore à hurler avec les loups et à dénoncer les casseurs comme cible prioritaire dont il faut faire cesser les agissements, et donc finalement à séquencer le mouvement de contestation et à le démanteler. Navré, mais mon indignation n'ira pas aux quelques vitres cassées de Necker, et je vais vous dire pourquoi. Quelques heures après seulement cet épisode de l'hôpital Necker, à la radio, Manuel Valls, a tout simplement parlé d'un hôpital dévasté, rien que ça, d'un hôpital dévasté. Et Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a parlé d'un acte abominable. Là aussi, quelle emphase. Et ce mouvement du gouvernement au complet, ce mouvement communicationnel, a pratiqué une instrumentalisation qui est, à mon avis, bien plus ignoble que les vitres classées et qui doit être, elle, vraiment dénoncée. Des centaines de milliers de gens ont défilé pour sauver leurs emplois et leur travail de cette loi libérale, de cette loi El Khomri, qui prépare d'ailleurs, et on y reviendra, j'espère, dans nos prochaines émissions, qui prépare tout simplement le TAFTA sur bien des points, c'est-à-dire la dérégulation globale du marché de l'emploi, la précarisation. Quelques centaines de casseurs étaient là aussi, ultra-gauche, commettant des dégradations, la plupart du temps d'ailleurs ciblées. Banques, assurances et publicité. Ah certes, ça ne fait pas trembler le monde de la finance, mais les quelques dégradations ont surtout une portée symbolique. Et puis pour des gens qui gagnent des milliards, quelques distributeurs de billets cassés ou quelques panneaux publicitaires descendus, c'est vraiment une bagatelle. Non, moi, ce qui m'a réellement indigné, c'est l'instrumentalisation de l'épisode Necker pour décrédibiliser le mouvement social. C'est l'instrumentalisation de la souffrance réelle des jeunes patients et de leurs parents pour casser les manifs. Voilà ce qui est insupportable. C'est la stratégie choisie par le gouvernement, celle de la basse politique. Et cette indécence formulée en stratégie est d'autant plus choquante
quand on regarde la situation des hôpitaux publics aujourd'hui. L'acte abominable dont parlait Marisol Touraine, ça n'est pas 5 vitres cassées, mais les 16 000 postes supprimés dans les hôpitaux et les 22 000 lits en moins. Ce sont des conditions de travail effroyables pour les personnels hospitaliers avec des semaines de 70 heures pour des salaires minables. Ces conditions, la loi travail va encore l'étendre et le taffetas les effondrera. Alors mettre sur le même plan émotionnel quelques vitres brisées et des centaines de milliers de familles éprouvées, voilà ce qui constitue à mes yeux une honte. Cazeneuve, qui n'est pas le dernier des corneaux, a même osé le rapport émotionnel entre l'enfant des policiers assassinés qui était présent à Necker et la loi travail. Il a lié l'émotion dramatique du double meurtre de Magnanville, émotion légitime, sourde que nous avons tous ressentie, et ces quelques vitres brisées en utilisant le choc de ce que je disais, le choc de l'assassinat, pour casser le mouvement des manifs. C'est tout simplement obscène. C'est une technique de sidération, la même d'ailleurs que celle de la photo du petit clandestin noyé. C'est une technique visant à choquer l'opinion. Et ça marche. Incapable de protéger ses concitoyens, incapable de financer correctement l'hôpital, le gouvernement utilise les armes les plus viles pour arriver à ses fins. Voilà le scandale. Et ça marche. Les syndicats se sont fait tout petits. Valls a même réussi, rendez-vous compte, à toucher au sacro-saint droit de manifester en interdisant pendant 48 heures la manif d'hier, du jamais vu ces 40 dernières années. Valls a sa victoire. Bien sûr qu'il a sa victoire. Les moins de 2 kilomètres de promenade dans le quartier de Bastille des syndicats jeudi, c'est une rigolade. Pensez donc, selon les stats, il y avait 1 policier pour 4 manifestants. Jamais une manif n'a été si encadrée. Là, le tour de vis est donné. Parions que les autres le seront aussi. Au grand bonheur du réac, sûrement. Et l'autoritarisme libéral s'installe tranquillement. L'oligarchie déroule son plan de captation du réel, d'enfermement des volontés. Vous comprendrez que à cela, on ne peut pas répondre systémiquement. On ne peut produire une réponse, en tout cas uniquement à base d'organisations tramées par le système. Et s'il faut donc disparaître, c'est pour investir d'autres champs de lutte dans l'immédiate proximité des nôtres, pour leur démontrer qu'il est possible de développer une autre manière d'être, celle qui refuse ce monde et entend le dépasser. Il n'y a pas de refuge, c'est au milieu de nos compatriotes, dans des actions de terrain cohérentes et cohésives, que nous pouvons modifier le réel et produire du sens, du pouvoir contre, du contre-pouvoir. Là est à mes yeux, et à ceux de bien de mes camarades, la métamorphose impérative de notre combat. Là vont désormais, vous le savez, se porter nos efforts. Voilà, amis pirates, ce que je voulais vous dire ce soir, pour clore momentanément, bien sûr, ce chapitre sur le débat organisationnel et vectoriel. J'espère, comme toujours, avoir titillé quelques-uns de vos neurones et y avoir instillé un peu de cet esprit de révolution dont je crois nous avons tant besoin. Sur ce, restez à l'écoute, le monde a besoin de vous. Allez, à la prochaine.